En position les chevalets pour la troisième table ronde. Troisième table ronde qui se nomme Gestion du fonds de commerce. Et je vais demander à Bruno Demonte, Brigitte Martinelli, Florence Simoneau, Grégory Payette de venir me rejoindre. Christian Dejoie également. Je crois que je n'ai oublié personne. Voilà, installez-vous, le temps de mettre en place. Nous avons l'intégralité des intervenants de cette troisième table ronde. Donc Bruno Demonte, directeur de l'école Ferrandi, Brigitte Martinelli, à ses côtés, directrice régionale de la CIAGI, Christian Dejoie, expertise BP, qui siège au milieu. Nous avons également Grégory Payette, boulanger-pâtissier à Saint-Cloud. Et puis au milieu, Florent Simoneau, direction commerciale nationale, développement boulangerie artisanale au Grand Moulin de Paris. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Alors maintenant que nous avons le tiroir caisse dans les mains, que nous sommes à 20h, puisque c'est la question posée tout à l'heure, mais qu'est-ce que je fais de ce tiroir caisse? C'est le titre de la table ronde, gestion du fonds de commerce. Je me retrouve donc dans ma piécette, dans ma kitchenette de 20 mètres carrés avec toute ma famille au-dessus de la boulangerie. Enfin, je plaisante. Qu'est-ce que je fais de mon chiffre du jour, mais plus sérieusement sur ce thème de la gestion du fonds de commerce, la question qui est posée, et je vais vous demander de répondre, c'est la formation requise pour reprendre ou créer un fonds de boulangerie. La formation initiale est-elle suffisante? Qui est-ce qui veut prendre la main pour commencer? Vous, monsieur Demonte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La formation requise est-elle suffisante? Vous proposez. Posé en ces termes, je dirais non, parce que la formation, c'est tout au long de la vie. Et en fonction de son évolution professionnelle, on a forcément besoin d'un apport supplémentaire en formation. Alors, dans la formation initiale, il faut distinguer les publics, formation continue, formation initiale, jeunes publics sortant de troisième et professionnels ayant une deuxième vie en reconversion dans le milieu de la boulangerie. Mais sur la formation initiale, je peux peut-être lâcher le bouton, oui, ça fonctionne. Les heures existent dans les référentiels. Les heures sur la connaissance, la gestion d'entreprise, l'environnement d'entreprise, elles existent. Et de façon non anodine, sur un bac professionnel, par exemple, boulangerie-pâtisserie, il y a environ 6 heures, si je regroupe toutes les heures, 6 heures semaine, liées à cet aspect-là. Après, on peut se poser la question, et ça c'est une approche qui est personnelle, sur ce qu'on y enseigne pendant ces 6 heures, et les messages que l'on passe. Est-ce que ce qu'on y aborde en termes de gestion va être directement applicable à la sortie, sachant qu'il y a quand même un décalage entre la sortie d'un bac pro et son installation en règle générale. Moi je crois qu'on devrait davantage travailler dans ces formations initiales au désir d'entreprendre sur les jeunes et susciter ce désir d'entreprendre. Si on commence par leur enseigner en empilant des connaissances juridiques, financières, qui sont souvent ressenties comme des choses très bloquantes, en fait, pas très facilitantes, on ne leur donne pas forcément envie d'entreprendre. Et je pense que le premier boulot à faire pour les formateurs, c'est de leur donner cette envie d'aller plus loin, cette envie de créer, cette envie d'innover, cette envie d'entreprendre. Ensuite, quand on abordera concrètement un dossier de reprise ou d'accession en création de boulangerie, là on peut aborder des questions plus pratiques, plus pragmatiques. Voilà. Mais en formation initiale, on a donc des heures qui sont là, présentes, inscrites au référentiel, et qui donnent déjà une bonne approche sur les essentiels. Voilà. Et comme le disait tout à l'heure Monsieur Huré, je ne pense pas que la formation soit là pour former des spécialistes de tous les secteurs dans l'entreprise. Formons déjà de très bons professionnels techniques, de très bons techniciens, donnons-leur les clés pour savoir quand même le b.a.-ba de gestion d'une entreprise, pas confondre chiffre d'affaires, marge, voilà, des choses très très concrètes. Mais au-delà de ça, donnons-leur les clés pour savoir s'entourer. Vouloir tout faire, être un homme orchestre, c'est bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. En revanche, connaître les différents moyens de s'informer, de s'entourer de bons professionnels pour sécuriser son projet,
Ça me semble très important et ça devrait être fait dès l'école. Voilà. Merci. Florent Simoneau des Grands Moulins de Paris, nous Ixo, vous ne voulez pas donner d'avis tranché vous, sur la formation initiale, puisque vous dites qu'il y a des spécialistes autour de la table et dans la salle. Néanmoins, vous parlez de 4 compétences majeures pour bien gérer une boutique, que ce soit d'ailleurs boulangerie, pâtisserie ou autre chose d'ailleurs. Alors, effectivement, moi je vais bien me garder de donner mon avis sur la formation initiale. Il y a Dominique Descamps dans la salle, il y a M. Demonte qui sont bien plus pertinents que moi pour en parler. Ce qui moi m'intéresse beaucoup, et ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine de la beunerie, et j'ai eu la chance d'aider à l'installation de beaucoup de boulangers. On a utilisé depuis le début de la journée assez souvent le terme chef d'entreprise. Et c'est ce qui moi me paraît essentiel. Il y a 10 ans, on parlait de boulanger, aujourd'hui on parle de chef d'entreprise dans la boulangerie. Et en fait, une chose qu'on n'a pas abordée depuis ce matin, on parle de gestion au sens économique, on ne parle pas de gestion du personnel. Et je ne parle pas du contrat de travail, je parle de management. Pour moi, les 4 compétences que doit maîtriser absolument un chef d'entreprise en boulangerie, c'est la technique, évidemment. Tout à l'heure, le président Babi a dit qu'on trouvait quasiment plus de mauvais pain, je suis d'accord avec lui. Il y a beaucoup. Le niveau moyen a sérieusement progressé, donc la technique, elle est là. Le commerce, le sens du commerce, le sens du business, le sens de la vente aussi, c'est quelque chose qu'on voit de mieux en mieux. La gestion, on se rend compte quand même que c'est une chose dont tout le monde parle. Les différents intervenants ont insisté sur le sujet. Et les boulangers, les chefs d'entreprise en boulangerie sont très entourés par leurs banquiers, l'expert comptable, le marchand de fonds, les meuniers. Mais on parle très peu de management. Et je vais peut-être m'adresser à vous, M. Demonte. Est-ce que finalement, dans les éléments qui manquent aux formations initiales, il n'y a pas cette dimension-là? Benoît Huré, qui a 80 salariés, ça ne s'improvise pas, pour moi, Il a dû apprendre sur le tas. On doit apprendre sur le prix. Et c'est probablement pas suffisant. Ouais. Donc 4 compétences, production. Alors moi je dirais la technique, la production évidemment, que ce soit en boulangerie ou en pâtisserie, idéalement les deux, le commerce, la gestion au sens économique et la gestion au sens du personnel, au sens managérial. Et ça s'apprend pas, alors vous le dites, mais... Si, ça s'apprend. Non, mais ça s'apprend pas... Quand on arrive sur le terrain, il faut déjà avoir vécu. Probablement trop tard. Et c'est trop tard. On a évoqué sur la table précédente le besoin d'expérience pour pouvoir réussir dans son entreprise. C'est M. Giron, je crois, qui parlait de ça, qui disait 2 facteurs de défaillance et de sinistralité. 1, les prix de cession. 2, le manque d'expérience. Et je pense que s'il y a bien un domaine dans lequel l'expérience est utile, c'est celui de bien accompagner le chef d'entreprise dans sa gestion du personnel. On dit souvent que pour pouvoir bien gérer l'équipe, il faut à la fois un arrosoir et un sécateur. L'arrosoir pour aider l'équipe effectivement à grandir, à se professionnaliser, à progresser. Et le sécateur pour parfois couper quelques branches qui ne sont pas dans l'état d'esprit que souhaite le patron, qui sont pas dans l'équipe. Ah, vous nous parlez de gestion, alors attention parce que la table ronde c'est gestion de fonds de commerce, alors ça englobe un certain nombre de choses, hein, la gestion, les chiffres, on a un comptable, on a tout ce qu'il faut, mais c'est aussi le personnel. Et ce que vous nous dites avec des images venues du monde du jardin, c'est qu'on peut se séparer de personnel aussi, ça fait partie d'un acte de gestion. Je vais vous donner juste un exemple pour illustrer peut-être mon propos. J'ai une affaire en tête dans l'ouest de la France, il n'y a pas de prescription, donc je ne serai pas précis sur le lieu, mais qui faisait 800 000 € de chiffre d'affaires à l'origine de la reprise et qui est passé en un an à 600 000. Il a bien fallu s'adapter. Alors les raisons de la baisse de chiffre étaient X, peu importe. Le talent du chef d'entreprise a été de s'adapter en gestion économique, mais qui dit gestion économique dit aussi négocier, alors ne pas remplacer des départs ou négocier certains départs. Et oui, je le dis. Brigitte Martinelli, je vous ai vu réagir quand vous êtes directrice de la région Île-de-France de la CIAJ, un organisme de caution mutuelle. Vous travaillez avec toutes les banques. Sauf le réseau Banque Populaire. Sauf le réseau Banque Populaire, donc l'intervenant effectivement ce cas-là. On fait effectivement le même travail au quotidien, hein, ce qui n'est pas très clair. Moi je réagis un peu parce que on étudie là, sur les 2 dernières années, on a dû accompagner vraiment l'installation d'une centaine d'entreprises. Sur le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, sur la Roche-Couronne. Moi, je suis un peu interpellée, effectivement, sur ce côté porteur de projet, professionnalisme du porteur de projet. Donc, c'est vrai que c'est le premier critère
qu'on va prendre en considération. Alors, j'entends parler bac pro, je veux dire, les porteurs de projets qu'on a au démarrage, la plupart du temps, ils ont leur CAP, ils ont un petit peu d'antériorité professionnelle. On va repartir, on va rebondir sur le plan de financement. Ben, ils ne vont pas avoir non plus excessivement d'apport personnel pour pouvoir s'installer. Donc je veux dire, il faut arriver à pouvoir les accompagner correctement, sereinement, et faire en sorte que dans la vie de leur entreprise, effectivement, ça puisse évoluer correctement. Et sur le professionnalisme à proprement parler, on a été créé par les chambres de métiers en démarrage, c'est vrai qu'on a, en termes de formation initiale, ça va être la formation CAP, BP, et après on va avoir une progression, effectivement, au niveau de cette expérience. Mais je veux dire, ça devait être les premiers, les primo-accédants qui représentent 80% de nos interventions, ça va être dans ce cadre-là. Alors après, c'est à nous de les faire monter effectivement en puissance en termes de formation continue d'accompagnement, pour faire en sorte qu'ils aient ces clés au niveau de la gestion de leur fonds de commerce. Tout à l'heure, comment M. Simoneau prenait le côté management, le côté innovation pour Mademoiselle, bon, qui n'a pas forcément été suivi, mais bon, je veux dire, voilà, c'est des points comme ça sur lesquels après on continue à les accompagner. Et je pense que là, la profession a besoin de se pencher sur ces questions-là. Alors, en sachant qu'au niveau de la CIJ, on a une démarche un petit peu particulière, parce qu'on ne va pas attendre que la banque se positionne sur le dossier. C'est-à-dire qu'en fait, on va se positionner en amont des montages, donc avec des partenaires de la profession, que ce soit effectivement au niveau de la chambre syndicale, on a des échanges avec le CNEDIC sur certains dossiers, avec les chambres de métiers, avec les cabinets de transaction, avec les meuniers, pour faire en sorte qu'au démarrage, on boucle correctement l'opération et que l'opération soit valable et bancarisable. Alors, j'aime pas le terme, parce que c'est pas très français, mais je veux dire, ce côté professionnalisme, il rentre en première partie, en fait, sur cette bancarisation du dossier. Après, ça va être tous les éléments d'accompagnement, la validité du projet, la validité financière. Mais ce côté professionnel, ça va être le point d'entrée. Donc là-dessus, c'est vrai qu'au niveau des CIJ, on ne dérogera pas sur ce point-là. Donc quelquefois, quand j'entends parler reconversion sans vraiment cette qualification, c'est vrai que quelque part, nous, dans notre domaine, on sera un peu plus en marche pour pouvoir accompagner ces projets. Donc voilà, ce côté professionnel, j'ai l'impression d'assister lourdement, mais ça sera le point d'entrée. Professionnalisme et donc très grande proximité avec le repreneur dans l'entretien et dans l'opération d'accompagnement. On validera le dossier avant la banque. Donc le porteur de projet pourra aller voir le partenaire bancaire en ayant déjà une pré-garantie. On a signé avec Paris, avec la chambre de métier, on est en cours de négociation avec la chambre syndicale, on a fait avec certains meuniers. Donc voilà, c'est des schémas un peu différents pour pouvoir justement mettre le point d'entrée sur ces éléments-là qui sont indispensables au niveau de l'approche de notre métier des analyses. Et sur le management, alors puisqu'on a bien compris qu'il y avait quand même dans la formation initiale ou dans les autres formations de la gestion qui était enseignée, les chiffres très clairement, sur la gestion comptable, sur la gestion du personnel, sur le management, et vous avez le sentiment que les jeunes que vous voyez passer se doutent de ce qui peut leur arriver. Enfin, je pense qu'ils peuvent être sensibilisés par certains interlocuteurs de la profession, mais au démarrage... Un peu naïf, oui. soyons clairs. Ils démarrent, ils vont avoir, je ne sais pas, 2 ou 3 salariés. Bon, ils ont connu ça précédemment dans leur statut de salarié dans une boulange. Je veux dire, ça ne va pas être le point essentiel qui va les interpeller. Le point essentiel au niveau de leur installation qui va les interpeller, c'est de dire est-ce que je vais avoir suffisamment d'apport pour pouvoir effectivement acheter cette affaire-là au juste prix. Ça aussi, c'est un vaste sujet. Mais voilà, je pense qu'après, ça doit être en formation continue. Il faut qu'on les accompagne là-dessus au quotidien. Merci. Christian Dejoie, expert comptable et commissaire aux comptes chez Expertise BP. C'est une structure qui s'est spécialisée, comme son nom l'indique, dans la boulangerie, pâtisserie, non pas dans les tiges pétroleum, non pas dans l'huile et dans le pétrole ni dans l'essence. Alors vous nous dites que le financement, évidemment, c'était la table ronde d'avant.
le plan de financement induit forcément la méthode de gestion au quotidien, savoir si on est ric-rac, si on est serré ou si on est un peu plus à l'aise. Oui, ce que je voulais dire, donc, c'est effectivement aujourd'hui la gestion d'une affaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est malheureusement plus compter la caisse à 20h, c'est beaucoup plus complexe que ça aujourd'hui. Et pour devenir effectivement un bon chef d'entreprise, eh bien, il va falloir que le primo-accédant, mais aussi par la suite le boulanger, puisse s'entourer d'une équipe. D'une équipe avec le banquier, d'une équipe avec le meunier, avec l'avocat, avec les structures professionnelles et évidemment avec l'expert comptable. Et je pense qu'il est important qu'un certain nombre de professionnels, que ce soit l'avocat avec l'étude du bail, avec l'étude également des contrats de travail, mais aussi l'expert comptable, ou ce variable puisse intervenir avant la promesse. Parce qu'une fois que la promesse est signée, eh ben, c'est bouclé. Après, il va y avoir que des arrangements pour pouvoir essayer de faire passer cette promesse auprès des banquiers. Et ça, c'est jamais une bonne solution. Alors la question est sur la formation initiale, est-ce qu'elle est suffisante? Évidemment, j'aurais tendance à dire non, mais comme il a été dit, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de donner une formation à quelqu'un qui éventuellement mettra en œuvre cette formation 10 ou 15 ans après. Parce que pour l'instant, il est sur les bancs, il est sur son CAP et il n'est pas du tout encore devenu un pré-professionnel. Alors ça, c'est effectivement une difficulté. Je pense que ce qui est important au niveau de la formation initiale, c'est absolument sensibiliser le futur chef d'entreprise, et bien qu'un bon boulanger, ça ne fait pas forcément un excellent chef d'entreprise, qui a une autre dimension à avoir. Il faut qu'il soit conscient qu'il va devoir créer une équipe, que ce soit une équipe à l'intérieur de sa boulangerie, avec son personnel. Il faut qu'il soit conscient qu'une grande partie de son temps sera consacrée à la gestion du personnel. Ça, c'est quand même essentiel. Et il faut aussi qu'il soit conscient que cette équipe à l'intérieur ne suffit pas. Il faut aussi qu'il se constitue son équipe à l'extérieur, avec des conseils qui seront là, effectivement, pour l'appuyer et pour l'amener petit à petit à cette formation qui n'est plus cette formation initiale, mais qui est cette formation tout au long de la vie, où il pourra prendre en compte effectivement les réflexions des uns et des autres pour pouvoir se perfectionner dans la gestion, parce que ce n'est pas forcément naturel au départ. Autant, peut-être M. Payette, qui est né dans une boulangerie, a cette sensibilité dès le départ, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, et il faut par contre que, au niveau de la formation initiale, on sensibilise le futur boulanger, le futur chef d'entreprise à cette dimension. Et ça, c'est peut-être un petit peu, pas suffisamment. On entendra M. Payet dans quelques instants. Bruno Demont, vous souhaitez intervenir? Oui, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. L'accompagnement du porteur de projet, c'est peut-être un peu pieux, mais plutôt individualisé également, parce qu'on a des porteurs de projet avec des profils différents. S'ils ont tous en commun, enfin en général, un CAP à minima, les âges, les profils en formation initiale sont très divers. Nous, on le voit à Ferrandi sur les CAP adultes en accéléré. Il y a beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, de personnes issues de l'enseignement supérieur qui ont déjà des formations en gestion, en école de commerce, en finance, etc. Ces gens-là ne vont pas avoir besoin du même accompagnement que quelqu'un qui vient d'un autre univers. Et c'est là où justement on doit avoir un accompagnement très d'abord individualisé sur ses propres besoins et en plus extrêmement pratique et pragmatique. Les tables rondes qui ont eu lieu avant, moi m'ont donné plein d'idées d'intervention à proposer pour les CAP, parce qu'on était quasiment dans un vade-mecum, une boîte à outils de l'installation. Avec les différents intervenants qu'il faut avoir, qu'il faut savoir consulter, qu'il faut parfois conserver en tant qu'appui et partenaire et conseil tout au long de sa carrière professionnelle. Donc voilà, quoi. Je pense que l'accompagnement tout au long de la vie est important. Le moment où on passe à l'acte de la reprise ou de la création de son entreprise doit être un moment où l'on investit avec des partenaires un accompagnement fort, parce qu'il ne faut pas louper le démarrage.
Et je crois plus à ça que la formation initiale qui fait son travail avec ses référentiels, avec ses contenus, mais qui en soi n'est absolument pas suffisante effectivement pour monter sa boîte en sortant. Je voudrais qu'on revienne quand même avec vous, Monsieur Dejoie, sur le côté gestion, mais vraiment les chiffres au quotidien, puisque c'est quand même le thème aussi de cette troisième table ronde. On a bien compris qu'il y avait l'importance du management, du social, mais il y a un moment aussi, il faut quand même avoir la tête dans les chiffres pour savoir où on va, si on est en ligne avec le prévisionnel. D'ailleurs, est-ce que le prévisionnel, quand vous prenez des affaires, est-ce que il n'est pas un peu gonflé ou un peu ambitieux? Parce que j'ai entendu dire que quand un jeune s'installait, généralement il voulait tout casser, il disait bon moi je vais faire 25 à 30 de mieux que le vieux croton qui m'a vendu son truc, et je vais lui faire, ça va péter le feu quoi, cette affaire. Non, je crois que le prévisionnel, il est fait pour le banquier, c'est clair, mais il est avant tout fait pour le preneur. Il est important qu'il soit conscient de ce qu'il va pouvoir dégager. Il va avoir un lourd investissement humain et financier. Il faut voir un petit peu la contrepartie qu'il va pouvoir ressortir de cet investissement. Donc je pense que ça serait, et c'est une très mauvaise chose, de pouvoir gonfler des prévisionnels, parce que c'est se donner des illusions. Hein, donc on va avoir quelqu'un qui va être déçu. On va avoir aussi un banquier qui ne va pas comprendre. Hein, et puis de toute façon, les banquiers ne sont pas non plus nés de la dernière pluie. Si vous augmentez de 30% le chiffre d'affaires la première année, on va vous demander pourquoi et comment. Hein, donc ça, c'est pas quelque chose de raisonnable. Et puis, il est quand même clair qu'en bout de course sur un prévisionnel, qu'est-ce qui va être important à expliquer, c'est cette notion d'effectivement de capacité d'autofinancement. Ça veut dire quoi? C'est à la fois la capacité de rembourser en capital l'emprunt, et c'est également la capacité, alors selon effectivement les formes juridiques utilisées, mais c'est aussi la capacité de se rémunérer. Si vous êtes en entreprise individuelle et que votre capacité d'autofinancement sert juste à rembourser l'emprunt, hein, vous pouvez avoir un très bon résultat, mais si ce résultat sert uniquement à rembourser un emprunt en capital, il ne vous reste rien pour vivre. Donc là, il faut quand même se poser la question. Mais ça, le banquier le voit aussi. Les bonnes pratiques en termes de suivi aussi, pour les nouveaux, on les suit évidemment, c'est aussi en français des portes ouvertes, tous les mois ou tous les trimestres, plus facilement que quelqu'un qui est déjà installé depuis quelques années. Lorsqu'on est dans une routine, effectivement, là, en général, le boulanger, lorsqu'il a un investissement, lorsqu'il a une question, a tendance effectivement à prendre son téléphone et à appeler, ou nous à appeler une fois de temps en temps, effectivement, pour voir si Noël s'est bien passé, si les galettes se sont bien vendues, s'il n'y a pas qu'il y a eu effectivement aussi des affaires intéressantes, mais sinon effectivement, surtout sur le prix excédent, d'abord on a un prévisionnel qui a été fait, qui a été établi, et on essaye effectivement le plus possible de le rencontrer pour avoir ce suivi par rapport à ce prévisionnel et essayer de comprendre les écarts qu'on peut avoir par rapport au prévisionnel. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'important, avec également ce qui revient, mais tout le temps, c'est effectivement les problèmes liés à la gestion du personnel, les difficultés. Et ça, que ça soit un primo-accédant ou pas, dans une reprise, on a systématiquement ces difficultés. Ouais, donc là, il y a un suivi aussi, mais heureusement, j'ai l'expert comptable a un avantage, c'est que la plupart du temps, c'est lui qui fait les bulletins de paye, ce qui veut dire que tous les mois, évidemment, au minimum, il a son client au téléphone pour avoir un certain nombre d'informations. Et donc là, effectivement, c'est quelque chose c'est un lien qui se tisse et qui permet effectivement, on parle du personnel et puis effectivement, on parle également du reste. Grégory Payette, bonjour, vous avez la parole. Enfin est en train de se dire ce jeune homme de 36 ans. Présentez-nous votre affaire, vous êtes installé où? Alors moi je suis installé à Sacou depuis 2006. Et vous êtes né dans une boulangerie là, pour reprendre l'expression? Pour reprendre l'expression, oui, j'étais chez mes parents, donc installé depuis 1982. À Pavillon-sous-Bois, donc 93. Et donc j'ai tout le temps vécu là-dedans. Et j'ai décidé, quand j'avais 16 ans, de passer de faire un apprentissage en pâtisserie. Je n'étais pas prévu à la base. J'ai découvert, tout en étant dedans, j'ai quand même découvert le métier par l'apprentissage. Et malgré toutes les contraintes que j'entendais de personnel, parce que j'ai tout le temps vécu là-dedans, les problèmes avec un sans compte,
Arrivé à un moment donné, j'ai dit pourquoi pas se lancer. C'est ce que vous avez fait donc avec cette affaire, 10 personnes, hein, vous êtes donc des petits soucis personnels, il peut y en avoir à partir de 10, dont votre épouse, je ne dirais pas que c'est parce que vous êtes avec votre épouse qu'il y a des soucis personnels, on est d'accord? Non, je ne l'ai pas dit. Donc, par rapport à ce que vous avez entendu sur la formation, les niveaux requis de gestion ou même de gestion de management, est-ce que vous avez le sentiment que vous aviez tout bien été Tout à fait d'accord. Moi, je suis issu, j'ai passé un brevet de maîtrise donc en 2000. Donc entre le brevet de maîtrise et l'installation, c'est passé 6 ans. Donc malgré qu'il y avait quand même des cours de gestion, des cours de management, oui, c'est dans les lignes, c'est pas du concret. Donc, et après, il y a de l'eau qui s'écoule sous les ponts, quoi, entre le temps de l'examen et de la prise de l'entreprise. Et en même temps, on change de métier. On devient chef d'entreprise, on n'est plus que pâtissier. On est pâtissier plus chef d'entreprise. On doit gérer du monde, on doit gérer une entreprise. Et donc, il y a une phase d'apprentissage qui se fait. Et c'est surtout aussi, il ne faut pas confondre notamment recettes et bénéfices, car c'est là que ça va tout modifier, et surtout bien s'entourer. Il faut quand même pouvoir prendre du recul, constamment se remettre en question. Si vous êtes tout le temps la tête baissée dans votre labo et que tous les problèmes vont s'accumuler, et un jour, vous ne pourrez plus relever la tête, et c'est là qu'on se laisse dépasser. Donc, quand même bien s'appuyer sur du personnel, mesurer le personnel qu'on a besoin et ce qu'on va lui faire faire. Voir la production qu'on peut analyser ça avec donc la clientèle, comment on se situe, selon tout ce qu'on peut faire et ce qu'il est possible de faire. et de vendre? Et de vendre, c'est deux choses différentes. Et toujours dans le même souci, c'est d'être rentable. C'est pas tout de produire, à la fin du compte, il reste rien. Est-ce que cette notion de chef d'entreprise, vous l'aviez appréhendée en vous installant, vous vous étiez dit, ça va me prendre, tout à l'heure on parlait de pourcentage de temps par rapport à son métier, est-ce que vous saviez qu'en poussant la porte de votre affaire, vous passeriez presque autant de temps avec votre personnel que... On sait qu'il y aura que ça va être assez lourd. Après, on imagine, avant qu'on soit dedans, on n'imagine pas. On peut vous dire n'importe quoi. En plus, généralement, quand vous voulez vous installer, vous êtes jeune, vous êtes des œillères. On va vous parler, mais vous foncez tête baissée. Et c'est avec l'expérience, après, qu'on s'aperçoit finalement, faut écouter, il faut apprendre de tout le monde. Et c'est par l'expérience et les années qu'on évolue. Et aujourd'hui, de quel type de conseils auriez-vous le plus besoin dans votre gestion au quotidien? Notamment, c'est vrai, on est mauvais en management. Le management, on ne s'y intéresse pas assez, ce qui est pour moi une base. La fiscalité. En fiscalité, je pense qu'on est très très mauvais. On peut s'appuyer, bon, c'est sûr, il y a les comptables, tout ça. Le gros problème, c'est qu'arriver à un moment donné, les 3 premières années, ça va très bien. C'est là justement où il faut bien prévenir, je pense, les clients, enfin les jeunes entrepreneurs, que les 3 premières années, ça roule tout seul, il y a de la trésor, on est bien. Et c'est après que ça va se compliquer, ça va se resserrer. On va être en réel, dans les charges, les rappels de charges. Et passer la 6e année, alors là, c'est l'hécatombe parce que les bénéfices, c'est pas que de la liquidité, c'est remboursement de crédit, c'est beaucoup de capital, et à la fin du compte, on est imposé pas sur des bénéfices. Sauf que c'est pas une liquidité quand même. Et il se pose que c'est de plus en plus sévère. Donc, demande de conseil d'un fiscaliste pour Grégory Payette, boulanger et pâtissier à Saint-Cloud. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, messieurs, sur cette 3e table ronde consacrée à la gestion du fonds de commerce avec nos 10 différents intervenants? Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Olivier Candotti-Vesson pour le Grand Moulin de Ballan. Dans des précédentes vies, j'ai été chef d'entreprise, entreprise familiale, et puis j'ai repris aussi ma propre entreprise. Et ensuite, je suis passé dans un grand groupe de boulangerie dite industrielle, mais qui fait du commerce de proximité. Et là, j'ai beaucoup appris justement sur la gestion de la rentabilité et sur les ratios de rentabilité. Et je pense que je me suis dit, c'est dommage, j'aurais pu
si j'avais travaillé dans cette entreprise avant de venir dans mon entreprise artisanale, j'aurais peut-être géré autrement. Et donc tout ce qui se dit là maintenant, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que nos clients boulangers auraient besoin de ratios de rentabilité, et notamment le ratio, enfin le tableau de bord, au moins à la semaine sur son chiffre d'affaires, ses ventes et ses productions, et puis inciter les boulangers à faire des situations intermédiaires, et notamment mensuelles, un petit tableau de bord simple, avec marge moins frais, on connaît ses frais fixes, mais on peut régulièrement, ou tous les mois, ou tous les 3 mois, avoir une situation, et je pense qu'on aurait certains boulangers qui seraient peut-être dans des difficultés un peu moins compliquées qu'on peut se rendre compte actuellement. Christian Dejouet, Florent Simoneau. Oui, je pense qu'il y a un tableau de bord effectivement qui est relativement simple, qui peut être fait effectivement tous les mois. Parce que le suivi à la semaine, en fait, le boulanger le fait lui-même, il connaît ses chiffres. Par contre, effectivement, ce qui est important et assez simple à faire au mois, c'est la marge brute, premier élément. Deuxième élément qui est important, en fait, qui pèse, qui est peut-être pas dans l'ordre, mais le loyer, c'est dans l'ordre du plan comptable, et ensuite la masse salariale. À partir du moment où on a ces indicateurs-là, je pense qu'on a des indicateurs essentiels. Dernier élément, mais là, qui est important, c'est effectivement expliquer au boulanger sa CAF, pour qu'il comprenne bien la différence en fait, entre son résultat et le disponible qu'il va pouvoir en tirer. Mais surtout, les indicateurs au quotidien, effectivement, marge brute, loyer, masse salariale. Et là, on arrive à avoir, effectivement, alors, les indicateurs sont adaptés, effectivement, en fonction du type d'entreprise. Si on est sur une société ou sur une entreprise individuelle, on ne va pas forcément, en particulier au niveau de la masse salariale, avoir les mêmes indicateurs. Mais globalement, avec ces indicateurs-là, on arrive à piloter entre des situations intermédiaires, effectivement une situation tous les 6 mois, ça c'est indispensable aussi, mais entre ces situations-là, on peut piloter avec ces simples indicateurs. Florent Simoneau. Humblement, parce que je ne suis pas expert comptable, mais moi j'en rajouterais 2, malgré tout. Alors c'est le chiffre d'affaires, évidemment, et c'est également la situation du compte bancaire en fin de mois ou en fin de semaine. Puisque même si ça ne veut pas confondre et la situation du compte bancaire et le résultat, c'est un bon moyen aussi de piloter sa capacité à engager des dépenses. De manière un peu globale, je vais revenir sur ce qu'a dit M. Dejouet tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose qui est très vrai, le prévisionnel d'exploitation, il n'est pas fait pour le banquier, il est avant tout fait pour l'exploitant. Là, vous avez raison. Et en fait, aux États-Unis, on parle de business plan, on ne parle pas de prévisionnel. Ce qu'il faut absolument apprendre à faire à chef d'entreprise de boulangerie, je ne sais pas, vous me direz si j'ai raison ou pas, c'est à s'approprier ce prévisionnel et être capable de le suivre de manière très stricte, très scrupuleuse, à la semaine, au mois, peu importe, en tout cas à le suivre et à décortiquer les chiffres pour être capable véritablement de les piloter et de les approprier. Je ne sais pas, je ne voudrais pas vous mettre en difficulté. Comment vous faites Vous faites à la semaine, à la quinzaine Même pas ce jour le jour. Donc on sait, on a un chiffre à maintenir, on donne une certaine. On sait ce qu'il faut faire, enfin, si c'est plus, si c'est moins, après on fait un calcul sur la semaine, sur le mois, et là on voit si c'était plus ou moins, et voir réellement pourquoi ça a baissé ou pourquoi ça a augmenté. Il y a peut-être eu quelque chose, un concurrent qui reste ouvert, un calendrier qui n'est pas forcément bon, comme on a eu cette année, évidemment. Et vous avez des outils de pilotage réguliers. Oui, de toute façon, il faut arriver à voir si on baisse ou s'il y a une faille, il faut arriver à la déceler et il faut remédier à ça. On l'évite évidemment dans la correction. Vous me demandez, vous avez souhaité, et votre voisine aussi, puis après on va mettre un terme, à moins qu'il y ait encore une question dans la salle, mais pour respecter le temps. C'est sans doute une incidence, mais quand même on parle beaucoup de gestion financière, gestion comptable, il y a aussi la gestion commerciale d'une entreprise. Et je crois que ça c'est aussi un point de sensibilisation à faire auprès des futurs créateurs. La relation à son tissu de clients, l'approche marketing, l'approche innovation est très importante et garder sa capacité à voir ce qui se passe ailleurs et à pouvoir intégrer des concepts, comme le président Mazil le disait, il y a de plus en plus de magasins concepts finalement. Ça c'est quelque chose aussi qu'il faut, alors non pas peut-être apprendre, mais en tout cas sur lequel il faut sensibiliser et qui doit faire partie d'une checklist du jeune entrepreneur. Merci. Moi, je voudrais juste rebondir sur la marge brute et son suivi.
On s'est aperçu dans le cadre de dossiers de réinstallation, c'est-à-dire on avait déjà une antériorité en tant que gestionnaire d'une première affaire, on prend une deuxième affaire. Sachez qu'au niveau de l'analyse qui va pouvoir être faite de votre réinstallation, on va prendre en considération ce que vous avez fait également dans la première entreprise. Je m'explique. Si dans l'entreprise à reprendre, on est sur une marge à 73-74%, et que sur l'entreprise qui est gérée à l'heure actuelle, on est sur une marge approximativement aux alentours de 70%, on va prendre en considération cette marge-là au niveau de l'analyse de la reprise. Donc on s'est aperçu que sur des dossiers qui, logiquement, devraient être plus faciles, je dis bien entre guillemets, parce qu'on a de la maturité professionnelle, on a de l'expérience dans le métier, on a de l'expérience dans la gestion, il y a souvent ce point-là pouvait effectivement coincer sur une reprise éventuelle. Donc moi j'insiste sur le fait qu'effectivement un prévisionnel ça suit, un bilan ça suit, des indicateurs de gestion c'est pareil, il faut savoir ce qu'on met dedans et comment on les suit. Et cet indicateur de marge brute, je pense que les uns et les autres on est d'accord, ça sera quand même le premier indicateur au niveau effectivement de l'entreprise. Donc toute l'importance de pouvoir la commenter. Parce qu'il y avait des explications entre les deux typologies, peut-être un peu plus de boulangerie, de pâtisserie, enfin voilà. Donc, mais il faut savoir le faire. Et il faut savoir comment être à même, effectivement, de suivre ces différents indicateurs de gestion. Merci. Y a-t-il encore une question? Alors, deux. Monsieur, bonjour. Pascal Barillon, artisan boulanger dans le 18e arrondissement. Je veux juste rappeler que les futurs jeunes boulangers qui s'installent ont l'obligation de passer le stage de préparation à l'installation, qui dépend du réseau des chambres des métiers. À l'issue de ce stage, un diagnostic est fait, personnalisé, justement pour voir les lacunes du futur chef d'entreprise, si c'est des lacunes de gestion, de management. Et là, il lui est proposé des formations adéquates, justement pour comprendre les chiffres que le comptable va lui expliquer, parce que quand le comptable vous explique si on ne comprend rien, vous n'êtes pas plus avancé. Vous avez aussi des bons, mais pas toujours des bons comptables, donc c'est bien de savoir comprendre les chiffres qu'on vous explique. Et comme vous disiez, le management, il existe des formations adéquates à nos professions pour le management, mais on peut dire qu'on touche personnellement les grosses entreprises ou ceux qui ont plusieurs entreprises. Ce n'est pas encore perçu dans les plus petites entreprises. Merci. Monsieur Bafour. Double casquette aussi de vérificateur matériel et formateur en hygiène. Donc le problème de management revient systématiquement. Et je voulais savoir si M. Simoneau, au sein de son groupe, a mis en place justement des outils pour aider les boulangers, puisque moi j'ai des conversations avec des gens de l'extérieur, du management mais extérieur à la boulangerie, et voir comment on pourrait mettre des outils en place. Même eux ont quand même beaucoup de difficultés. Alors moi je serais curieux de savoir si vous avez réussi, ou si d'autres personnes dans la salle ont des outils qui me contactent. Je serais curieux de savoir comment on pourrait faire pour faire passer certains messages. Voilà. Merci. Oui, parce que ça fait partie des sujets qu'on a identifiés très tôt au sein des Grands Moulins de Paris, que d'accompagner les clients sur les 4 domaines que j'ai précisés tout à l'heure, donc la technique, la gestion, le management et le commerce. Donc oui, on a monté des modules spécifiques pour accompagner les clients. Après, derrière, il y a de la mise en pratique absolument obligatoire. Mais on donne un premier vernis en termes de formation, c'est un sujet dont on a souvent parlé avec Dominique Descamps. On peut en parler. C'est bien, puisque Dominique Descamps il est sur la table ronde d'après. Ça c'est bien. Passage de témoin bien joué. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tous les cas, je vous remercie. Merci madame, messieurs, pour cette troisième et avant-dernière table ronde. Vous avez compris le fonctionnement. Vous allez reprendre place le temps que l'on mette en place la prochaine table ronde.